Bonjour à tous, débutons ce chapitre 17, contrôle de la qualité par dosage. Alors, c'est un chapitre qui est vraiment très important, car il donne lieu à de nombreux exercices, tant à l'écrit que lors des ECE, donc un chapitre à travailler. Alors tout d'abord, réaliser un dosage, c'est déterminer avec la plus grande précision possible la concentration d'une espèce chimique dissoute en solution, concentration ou quantité de matière. On va commencer par des compléments sur la conductimétrie. La conductimétrie étant une méthode qui permet de repérer l'équivalence d'un dosage. Conductivité d'une solution tout d'abord. Une solution ionique, c'est une solution qui conduit le courant électrique. Le passage du courant électrique dans une solution est dû au déplacement des ions dans deux sens opposés. Comme l'indique le schéma de droite, les cations vont se déplacer dans un sens et les anions dans l'autre. La conductivité est repérée par la lettre grecque sigma. C'est une grandeur qui représente la capacité de cette solution à conduire le courant électrique. Elle s'exprime en Siemens par mètre. Grand S étant le symbole du Siemens. Plus la conductivité de la solution est grande, plus cette solution conduit facilement le courant électrique. Alors un conductimètre, comme un pH-mètre, doit être étalonné avant d'être utilisé. Pour cela, on utilise une solution étalon. C'est une solution dont on connaît la conductivité qui va permettre de réaliser cette opération. L'appareil affiche souvent la conductivité en microsiemens par centimètre. Il faut savoir convertir cette unité en siemens par mètre dans les calculs. 1 microsiemens, c'est 10 puissance moins 6 siemens. 1 centimètre, c'est 10 puissance moins 2 mètres. 10 moins 6 que divise 10 moins 2, ça fait 10 puissance moins 6 moins 2, 10 moins 4 siemens par mètre. D'où la conversion. Relation entre conductivité et concentration, c'est la loi de Colrush. La conductivité d'une solution dépend de la nature et des concentrations xi de tous les ions présents dans cette solution. C'est la somme sur I des lambda I xi. Donc il va falloir recenser tous les ions xi qui sont présents dans la solution et faire le produit lambda I xi. Alors dans cette relation, lambda I c'est la conductivité molaire ionique, xi c'est la concentration molaire de l'ion xi, et sigma c'est la conductivité de la solution. Il faut faire très attention aux unités, sigma étant siemens par mètre. Donc dans cette relation, il va falloir utiliser les unités du système international. En particulier, les concentrations ne vont plus s'exprimer en mol par litre, mais en mol par mètre cube pour être homogène. Et donc, on a ce système d'unités pour les autres grandeurs. La grandeur lambda I, c'est donc la conductivité ionique molaire. Elle va dépendre de l'ion, ainsi que de la température de la solution. Il faut comprendre que tous les ions ne contribuent pas de la même façon à la conductivité. Certains ions vont être plus petits et plus mobiles, vont contribuer davantage à la conductivité de la solution. En conductimétrie, donc, les concentrations sont exprimées en mol par mètre cube dans la loi de Colrush. 1 mol par mètre cube, j'utilise la même technique que précédemment, c'est 1 mol que divise 1 mètre cube. Donc c'est 1 mol que divise 1 mètre cube, c'est-à-dire 1000 litres. Donc je peux écrire que c'est 10 puissance moins 3 mol par litre. Et réciproquement, 1 mol par litre va correspondre à 10 puissance plus 3, cette fois-ci, mol par mètre cube. Un exercice d'application pour se familiariser avec cette loi de Colrush. Une solution étalon de chlorure de sodium pour conductimètre a une conductivité égale à 1000 microsiemens par centimètre. Et on demande de calculer la concentration massique, notée T, en chlorure de sodium de cette solution. Dans les données, on trouve les conductivités molaires ioniques des deux ions et les masses molaires. Donc on va utiliser la loi de Colrush. La conductivité, c'est la somme sur I des lambda I xi. Donc ici, il n'y a que deux ions qui sont présents dans la solution, l'ion sodium et l'ion chlorure. Donc on peut écrire que c'est lambda Na+, que multiplie la concentration de l'ion sodium, plus lambda de Cl-, que multiplie la concentration de l'ion chlorure. Ici, les concentrations effectives des deux ions sont égales à la concentration apportée de la solution. Donc on peut factoriser et on obtient
lambda de Na+, plus lambda de Cl-, que multiplie la concentration apportée de la solution. D'où la relation C qui va être égale à sigma divisé par la somme des deux lambda, lambda de Na+, plus lambda de Cl-. Donc on a dit pour l'application numérique qu'il fallait être vigilant sur les unités. Sigma c'est en Siemens par mètre. Et donc la concentration ne va pas être obtenue directement en mol par litre, mais en mol par mètre cube. Lambda étant dans l'unité indiquée dans les données. Donc il va falloir convertir les micro-Siemens par centimètre en Siemens par mètre. Donc on a vu que pour faire cette conversion, il suffit de multiplier par 10-4. On remplace en bas par les valeurs que l'on trouve dans les données. 50,1 10 puissance moins 4 plus 76,3 10 moins 4. Le résultat donne 7,91 en mol, attention donc, par mètre cube. Or, on a vu que 1 mol par mètre cube, c'est égal à 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc je fais la conversion en mol par litre. Ça va être égal à 7,91 10 puissance moins 3 mol par litre. Il ne reste plus qu'à convertir cette concentration molaire en concentration massique. J'utilise la relation T égale M fois C, donc la masse molaire du chlorure de sodium que multiplie la concentration molaire. Je remplace. La masse molaire du chlorure de sodium, c'est 35,5 plus 23, c'est-à-dire 58,5, que multiplie la concentration molaire que l'on vient d'obtenir, 7,91 10 puissance moins 3 mol par litre, et on obtient donc une concentration massique de 0,463 grammes par litre. Qu'est-ce qu'un dosage par étalonnage? Un dosage par étalonnage consiste à déterminer la concentration d'une espèce en solution en comparant une grandeur physique de l'échantillon de concentration inconnue à la même grandeur physique mesurée pour des solutions étalons. Alors en terminale, on a utilisé deux techniques différentes. Une technique utilisant la spectrophotométrie et l'autre utilisant la conductimétrie. Comment choisir la technique? Si l'espèce chimique que l'on souhaite doser est colorée et qu'elle absorbe la lumière, l'absorbance A est mesurée à l'aide d'un spectrophotomètre, et on va exploiter la loi de Beer-Lambert, A égale K fois C. Par contre, si l'espèce chimique est ionique, on va mesurer la conductivité, et ça sera la loi de Colroche qui sera utilisée, sigma égale K fois C. La deuxième étape consistera à réaliser la gamme d'étalonnage. Donc pour cela, on préparera par dilution une série de solutions étalons de concentration connue en l'espèce chimique à doser. C'est la gamme d'étalonnage. La troisième étape consistera à mesurer la grandeur physique, c'est-à-dire l'absorbance ou la conductivité, pour chaque solution de la gamme d'étalonnage, puis on fera la même chose pour la solution inconnue. On peut vous demander de décrire les réglages préalables des appareils de mesure à effectuer. Dans le cas du spectrophotomètre, il va falloir régler la longueur d'onde au maximum d'absorption de l'espèce dosée. Pour cela, il faut disposer du spectre, bien sûr, de l'espèce à doser. Puis après, on effectue le zéro en remplissant une cuve avec le solvant de la solution dosée. En général, c'est de l'eau distillée. Ça s'appelle faire le blanc. Dans le cas du conductimètre, on étalonne avec une solution étalon dont on connaît la conductivité. Alors, une remarque, si la grandeur physique, c'est-à-dire l'absorbance ou la conductivité, pour la solution inconnue, ne fait pas partie de la gamme d'étalonnage, il va falloir donc diluer cette solution inconnue, d'un facteur connu, pour ramener l'absorbance ou la conductivité dans la gamme d'étalonnage. Il ne reste plus qu'à tracer la courbe d'étalonnage, A en fonction de C ou sigma en fonction de C selon la situation, et on la modélise par une droite linéaire. On y reporte la valeur de A ou de sigma,
effectué pour la solution inconnue, puis après on en déduit graphiquement la concentration de cette solution. Par exemple ici, pour le cas du sirop de menthe, on avait mesuré une absorbance de 0,95 que l'on reporte sur le graphique pour en déduire la concentration de la solution inconnue, 6,2 micromoles par litre. Qu'est-ce qu'un dosage par titrage? Un dosage par titrage direct, c'est une technique de dosage mettant en jeu une réaction chimique. La réaction de titrage doit être quantitative, c'est-à-dire totale. Elle doit être aussi rapide et unique. Réaction totale, ça signifie que le réactif en défaut doit être entièrement consommé. Rapide, les réactifs doivent réagir entre eux instantanément. Unique, une seule transformation chimique doit se produire. Cette méthode de dosage est destructive, car la réaction chimique consomme l'espèce que l'on souhaite doser. Donc si on a le choix, on préfère utiliser les méthodes physiques, c'est-à-dire les méthodes de dosage par étalonnage que l'on a vu précédemment. Alors, la réaction de titrage, un réactif qu'on va dire titrant, B de concentration connue, réagit avec le réactif titré dont on cherche à déterminer la concentration, selon la réaction générale indiquée ici. Le dispositif expérimental sera toujours le même. Dans le bécher, on va mettre la solution titrée, c'est-à-dire on va mettre un volume précis de l'espèce que l'on souhaite doser, donc ici de l'espèce A, dont la concentration est inconnue. Volume précis, ça signifie que on va utiliser de la verrerie jaugée pour faire ce prélèvement. La quantité de matière dosée est donc donnée par la relation Ca fois Va, la concentration Ca n'étant pas connue. Dans la burette, on va mettre la solution titrante, c'est-à-dire l'espèce B, dont on connaît la concentration. Si l'on verse un volume Vb de cette solution, la quantité de B introduite dans le bécher va donc être égale à Cb fois Vb. Lorsqu'on va ajouter l'espèce B dans le bécher, elle va réagir avec A selon la réaction de titrage vue précédemment. Au début du dosage, avant l'équivalence, B est en défaut dans le bécher, il est donc entièrement consommé. La quantité de A diminue à cause de la réaction chimique. Au fur et à mesure que l'on ajoute B avec la burette, il continue à réagir avec A dans le bécher. La quantité de A va donc diminuer dans le bécher jusqu'à finalement s'annuler. C'est alors l'équivalence du dosage. Le volume alors mesuré sur la burette est appelé volume équivalent, qui est noté VBE. La quantité de B versée à l'équivalence est alors donnée par la relation CB fois VBE. On a ainsi la définition de l'équivalence, définition à connaître par cœur car elle est très importante. À l'équivalence d'un titrage, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation. Les deux réactifs sont alors complètement consommés. On va compléter le tableau d'avancement à l'équivalence du dosage. On a introduit dans le bécher, on l'a vu tout à l'heure, Ca fois Va. À l'équivalence, le volume de B est égal à VBE, donc la quantité de matière sera égale à Cb fois VBE. 0 et 0 pour C et D. En cours de transformation, les réactifs vont être consommés proportionnellement au coefficient stoichiométrique. Ainsi, on va obtenir Ca fois Va moins petit a, le coefficient stoichiométrique pour A, fois l'avancement. Cb fois VBE moins petit b fois l'avancement. Petit c fois x, petit d fois x. Comme on est à l'équivalence du dosage, les quantités de matière qui vont être présentes à l'équivalence vont être nulles pour A comme pour B. Ici, on va obtenir C fois X max, petit d fois X max.
À l'équivalence, les deux réactifs sont totalement consommés, les deux réactifs sont limitants. L'avancement peut alors se calculer de deux façons. On peut résoudre Ca fois Va moins A fois X égale 0, ce qui va donner donc Ca fois Va moins petit a fois X max qui va être égal à 0. Ou bien, on peut résoudre Cb fois Vbe moins B fois X max égale 0. On en déduit deux expressions différentes pour X max. Ca fois Va sur petit a à partir de la première équation, qui va être aussi égal à Cb fois Vbe divisé par petit b à partir de la deuxième équation. Après avoir déterminé le volume équivalent, on rédigera l'exploitation d'un dosage comme ci-après. On commencera systématiquement par rappeler la définition de l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation. On rappellera l'égalité entre les quantités de matière. La quantité de A initiale divisée par son coefficient stoichiométrique petit a est égale à la quantité de B que l'on aura versée à l'équivalence divisée par le coefficient stoichiométrique petit b. Ce qui se traduit aussi par l'égalité. La quantité de A initiale, c'est Ca fois Va divisé par petit a, qui va être égal à Cb fois Vbe divisé par petit b. Ne pas oublier ces divisions. Si vous oubliez les coefficients stoichiométriques, tout sera faux dans l'exploitation. Après l'équivalence, si on poursuit le titrage, A ayant été entièrement consommé, il n'y a plus de réaction chimique et B va s'accumuler dans le bécher. Plusieurs méthodes vont permettre de repérer l'équivalence d'un dosage. Lors d'un titrage colorimétrique, un changement de teinte du mélange réactionnel permet de repérer l'équivalence. Il va y avoir un changement de couleur dans le milieu réactionnel. Le volume équivalent doit être repéré à la goutte près, en réglant le robinet de la burette afin de réaliser un goutte à goutte très lent. Un exemple de titrage colorimétrique. Lors du titrage d'une solution de diode par une solution de thiosulfate de sodium, l'équivalence est repérée par le changement de couleur de la solution. Le diode est la seule espèce colorée, elle est jaune en solution et violette en présence d'empois d'amidon. Donc dans le bécher, on rajoute quelques gouttes d'empois d'amidon. Qui vont renforcer la coloration de la solution. La solution va devenir ici violette, ce qui permettra en fait de mieux repérer l'équivalence du dosage. L'équation de la réaction est donnée ici. Le coefficient stoichiométrique pour le diode n'est pas indiqué, mais il est égal à 1. Une molécule de diode réagit avec deux ions thiosulfate pour donner les produits de la transformation. On réalise le titrage de 20 ml d'une solution de diode, de concentration inconnue C1 qu'il va falloir déterminer donc, par une solution de thiosulfate de sodium, de concentration connue. Le volume versé à l'équivalence vaut V2E égale 12 ml. Donc dans le bécher, c'est la solution titrée. Et dans la burette graduée, c'est la solution titrante dont la concentration est connue. Quelle est la couleur de la solution dans le bécher avant l'équivalence? Avant l'équivalence, dans le bécher, le diode est en excès. La solution est violette. Puis après, on va rajouter progressivement la solution de thiosulfate de sodium dans le bécher. La quantité de diode va diminuer, elle va être consommée par la réaction chimique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de diode. Le diode va se retrouver en défaut, la solution va être incolore après l'équivalence. Comment l'équivalence du dosage sera-t-elle repérée? On vient de le voir, la solution vire du violet à l'incolore. Ainsi
Ainsi, expérimentalement, la solution de d'iode va se décolorer pour un volume de 12 ml. C'est ce qui est indiqué ici dans les données. On va déterminer la concentration de la solution de d'iode. Pour cela, on va utiliser la méthode qui a été vue dans l'encadré du haut. On commence par rappeler la définition de l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. On traduit cette définition par une égalité. La quantité de d'iode dosée divisée par le coefficient stoichiométrique du diode, c'est-à-dire 1, va être égale à la quantité de thiosulfate, S2O3 divisé par le coefficient stoichiométrique du thiosulfate, c'est-à-dire 2. Quantité de thiosulfate versée à l'équivalence. Je vais rajouter ici un indice E pour le préciser. Donc le 2, c'est le coefficient stoichiométrique de l'ion thiosulfate dans l'équation chimique. Et le 1 qui apparaît ici, c'est le coefficient stoichiométrique du diode dans l'équation chimique. Cette équation peut s'écrire aussi ainsi. Je vais remplacer la quantité de d'iode dosée par C1 fois V1 divisé par 1, qui va être égal aussi à la quantité de thiosulfate versée à l'équivalence, donc C2 fois V2 divisé par 2. J'en déduis la concentration C1, qui va être égale à C2 fois V2 divisé par 2 fois V1. Je passe à l'application numérique, en remplaçant par les valeurs du texte. 0,100 pour la concentration C2, 12 ml pour le volume équivalent, 12,010 puissance moins 3, divisé par 2 fois le volume V1, 20,010 puissance moins 3. Les 10 moins 3 se simplifient, c'est le rapport de deux volumes, et on obtient une concentration de 0,0300 mol par litre.